Donc Michel Aliel, excusez-moi, vous êtes CTO de l'entreprise de services du numérique Hitachi Vantara, donc filiale du groupe Hitachi. Vous avez notamment une grosse activité de services de cloud privé managé, avec la mise en place de couches d'orchestration pour faire notamment le lien avec le cloud public, on va en parler. À côté de vous, Noël Cavalière, vous êtes responsable de la stratégie et de l'architecture technique de PSA, du groupe PSA. Merci d'être là. À côté de vous, Fluvio Micheli, vous êtes project manager chez EDF en charge de la Cloud Management Platform. Donc là, on est au cœur des outils. Et donc Sébastien Anderlé. Voilà, donc vous êtes président d'ASP Server, c'est ça, je ne me trompe pas. Et donc c'est une filiale de l'entreprise de services numériques Econocom, et notamment vous êtes très impliqué forcément dans l'outillage autour du cloud. Donc maintenant revenons à nous, excusez-moi. Voilà, donc juste pour... donc effectivement ma question portait sur l'hybride et votre constat sur l'hybride. Donc un passage, mais pas forcément une finalité. Alors, pour certains clients que nous avons, ils affirment déjà une finalité vers le cloud public. L'existant, l'hybride n'étant qu'un moment de transition. Et de toute façon, pour aller d'un privé ou d'un legacy vers du cloud public, eh bien, l'hybridation est forcément, à un moment donné, la bonne solution. Après, c'est de savoir quel temps elle va rester. Certains vont laisser mourir leurs applications legacy sur plusieurs décennies. D'autres, au contraire, vont accélérer l'innovation qui, en général, chez nos clients, tout ce qui est analytique, tout ce qui est plateforme web, etc., se trouve plutôt dans des structures, tout ce qui est IoT, tout ça se trouve plutôt dans des structures de cloud public. Et donc, effectivement, suivant les modèles de société, suivant qu'elles sont historiques ou récentes, eh bien, le cloud public est quelque part la cible pour un grand nombre d'entreprises. Voilà, parfait. Merci pour cette introduction. Justement, Sébastien Anderlé, ma deuxième question est pour vous. Donc, face au constat que dresse Michel Aliel, finalement, est-ce que les outils d'hybridation sont à la hauteur ou pas? Alors, à mon sens, on va dire pas encore. Il existe... Je pense qu'on a quelqu'un qui exploite pas mal ça, mais les Cloud Management Platform, on en parle beaucoup en ce moment. Et c'est l'outil maître aujourd'hui pour aller vers l'hybridation ou le multi-cloud. La problématique de ces Cloud Management Platform, c'est qu'elles existent bien à travers de grands éditeurs. Elles sont extrêmement chères, extrêmement complexes. Donc la complexité de mise en œuvre, il faut des développeurs particuliers sur des langages de programmation particuliers ou de scripting comme Ansible, YAML, etc. Donc c'est plutôt... Elles existent. L'offre est à la hauteur, mais elle est complexe et chère, en tout cas pour le moment. Et elle n'est pas forcément aussi compréhensible et j'allais dire, il y a un effort aussi d'évangélisation à faire, justement, pour vous les fournisseurs. On est d'accord, il y a aussi cet aspect-là qui rentre en ligne de compte. Oui, tout à fait. Enfin, nous avons une responsabilité qui est en tout cas de rendre cette offre lisible, déjà dans un premier temps, et surtout beaucoup plus accessible. Merci pour ce premier point. Noël Cavalière, je voulais engager avec vous la discussion sur la partie client, puisque vous êtes effectivement CTO de PSA. Vous avez engagé une démarche multi-cloud à peu près il y a quoi, 1 an? C'est ça, hein? Est-ce que vous pouvez nous résumer en gros ces grands objectifs? Alors, je ne vais pas être très original en disant qu'on a, comme beaucoup, une stratégie de construction d'un cloud hybride multi-cloud. Alors, je ne vais pas reprendre l'argumentaire, ce qui est critique, ce qui n'est pas critique, core business, pas core business. D'abord, les frontières sont de plus en plus floues et puis il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas critiques qu'ils deviennent. Par exemple, le décisionnel ou la BI. Il faut savoir aujourd'hui que chez PSA, on peut empêcher une usine de produire des voitures si on n'a pas les applications décisionnelles. Alors, il n'y a pas si longtemps, c'était quelque chose qui n'était pas critique. Bon, donc... En revanche, ce qu'on va aller chercher dans le cloud public, c'est un certain nombre d'avantages. Je vais en citer 3. Le premier, c'est le paiement à l'usage. On a un certain nombre de plateformes, d'applications qui ont un fonctionnement qui n'est pas forcément continu.
et qui peut avoir des pics de charge. Et là, le cloud est particulièrement adapté. Il y en a un notamment qui est en train d'émerger, c'est les plateformes expérimentales de nos data scientists. On commence à avoir beaucoup de données. Hein, nos voitures sont connectées. Toute voiture qui est produite maintenant est connectable, et si l'utilisateur est d'accord, connecté. Il y a énormément de données qui remontent et nos data scientists commencent à exploiter ces données. Pour exploiter ces données, il y a toute une phase de mise au point expérimentale des algorithmes qui nécessitent à l'instant T une puissance importante dont on n'aura pas forcément besoin dans les jours qui suivent, mais qu'il faut mobiliser très rapidement. Le cloud s'adapte bien à ça. Premier exemple. Deuxième besoin, c'est le fait de disposer d'une infrastructure mondiale à ressources quasiment illimitées. On est un groupe mondial, PSA, on peut avoir besoin à certains moments d'aller s'implanter sur un continent où on n'a pas de data center, et puis on ne va pas se mettre à en construire non plus, en Asie ou en Afrique ou je ne sais où. Donc on va s'implanter chez des offreurs de cloud et venir installer nos plateformes. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment en Asie avec une DMZ, un point d'accès réseau. Et puis troisième exemple, qui est encore autre chose, ce qu'on va rechercher dans le cloud, c'est le time to market. Toutes nos applications digitales aujourd'hui, donc nos sites web, les Peugeot.fr, etc., ont fait le choix, ont une stratégie cloud first. Pourquoi ? Parce qu'ils y trouvent, au travers notamment des services managés qu'on trouve dans les couches PaaS. Alors PaaS et CaaS, hein, vous verrez dans la suite, je parlerai toujours de PaaS et de CaaS ensemble, mais ils trouvent dans ces couches-là un moyen d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus efficace. Et on est dans un monde où il faut, les choses changent beaucoup, il faut être capable de faire évoluer l'offre, de faire évoluer nos sites de manière très rapidement et très fréquemment. Avec ces offres-là de services managés qu'on n'a évidemment pas en interne, on a vraiment quelque chose qui a accéléré les processus dans le domaine du digital en tout cas. Donc voilà 3 bonnes raisons d'enclencher cette politique de Move to Cloud. Cette stratégie. Voilà. Que vous appelez, pardon, que vous qualifiez Move to Cloud, parce qu'il faut bien donner un nom au projet. Alors Fuvio, Micheli, même question, donc du côté d'EDF. Donc en quelques mots, votre stratégie de cloud hybride. Donc là, c'est forcément, j'imagine, très très large, puisque c'est adressé, comme votre voisin de gauche, c'est adressé énormément de problématiques. Donc, quelle est, en quelques mots, votre ligne directrice de cloud hybride ? Alors, on est un peu moins avancé sur la partie cloud hybride de mes collègues. On vient tout juste de signer des contrats avec des fournisseurs de cloud public, 2 fournisseurs de cloud public à travers 3 intégrateurs. Qu'on peut éventuellement citer. On peut en parler. C'est AWS et T-Systems, les fournisseurs de cloud. Donc la filiale de Deutsche Telekom. Tout à fait. Donc, on vient de contractualiser parce qu'on voit exactement les mêmes intérêts, surtout sur la rapidité et l'utilisation et le paiement à l'usage. Clairement, notre stratégie, c'est un peu différent de celle présentée par notre collègue d'Hitachi. C'est celle de mettre principalement du développement, donc des choses assez peu critiques, et garder tout ce qui est critique à l'intérieur de notre data center. Vous le conservez en interne. Il n'y a aucune stratégie en ce moment de basculer complètement vers le public. Alors, bien évidemment, je ne peux pas ne pas vous poser la question de l'outillage, hein, puisque ça fait un peu partie de vos principales missions. Donc vous êtes en train de déployer une cloud management platform pour pouvoir orchestrer le tout. Tout à fait. MyCloud devra être en prod d'ici quelques semaines. D'accord. Et c'est exactement le Cloud Management Platform qui fait le lien entre les 4 plateformes de cloud qu'on a en interne sur nos data centers EDF et les fournisseurs de cloud publics. On le vend en interne comme un outil spectaculaire pour avoir quelque chose de bien standardisé, pour standardiser l'offre et faciliter l'accès à les ressources IT, mais c'est principalement une solution de gouvernance parce qu'à travers cette CMP, on pourra recueillir le besoin de nos clients et le traduire avec une solution qui peut être interne ou externe, et c'est nous qu'on décide. Et quand je dis nous, c'est la direction des services partagés, la direction des services IT maintenant, qui, en fonction des différents paramètres, coûts, sécurité, etc., décide où déployer.
il y a vraiment un grand changement de direction chez EDF. C'est maintenant la DSIT qui décide et plus le client. Et donc, quand on parlait de changement de perception et de façon de penser au cloud, ce n'est pas seulement au niveau des fournisseurs, mais aussi des utilisateurs. Au moins chez EDF, c'est vraiment important de changer cette façon de penser et de consommer les ressources IT. Alors cette CMP, elle est basée sur quelle technologie, on peut le dire ça? C'est une technologie VMware, c'est sur VRA, vRealize Automation, qui coordonne nos clouds internes qui sont sur l'infrastructure, la grande majorité est sur une x86, donc vSphere, sur vSphere, mais il y a aussi du AX et de Solaris. Et on automatise même d'AX. D'accord. Alors, je reviens forcément à vous, Sébastien Anderlet, hein, puisque là, forcément, une CMP, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt un bon choix, non? Plutôt un bon choix. Alors, oui, c'est plus qu'un bon choix, c'est une obligation. C'est une obligation. On le voit à travers les témoignages. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'hybridation et du multi-cloud sans avoir l'outil de gouvernance qui va avec. La CMP est l'outil par excellence de gouvernance de tous ces assets informatiques. Vous ne pouvez pas aujourd'hui consommer chez Amazon, Azure, Google Cloud Platform, des partenaires de proximité on-premise chez vous dans vos propres data centers, sur des hyperviseurs éventuellement multiples, avoir encore du VMware, de l'Hyper-V, de l'OpenStack, je sais quoi d'autre, et réussir le pari de la gouvernance, de l'optimisation financière, de la conformité, de la sécurité, sans une CMP. C'est absolument aujourd'hui ingérable. Donc les grands groupes ont fait les bons choix, et ils sont souvent d'ailleurs un peu évangélistes sur ces choix, hein, parce qu'ils suivent beaucoup plus que les petites entreprises, peut-être les préconisations des grands cabinets d'analyse, pour citer aucun nom. Mais aujourd'hui, on sait que ces grands cabinets disent que la CMP, c'est le passage obligatoire pour les années à venir, et que ça va permettre justement de mieux gérer, ne serait-ce que la conformité et la sécurité, qui est un petit peu au cœur du débat en ce moment. Alors après, je ne peux pas ne pas non plus vous poser la question, puisqu'aujourd'hui, vous avez quand même fait une annonce autour de ça. Ah, ça c'est sûr. Normalement, normalement, c'est vrai qu'on ne pose pas la question sur les annonces, sur les tables rondes, mais c'est vrai que comme vous êtes l'un des seuls acteurs présents ici à avoir fait une annonce produit qui est liée à la CMP, forcément, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Donc vous avez lancé EconoCloud. Bon, si vous me posez la question, je suis obligé d'y répondre. Vous êtes obligé d'y répondre. Oui, effectivement, on a fait une annonce aujourd'hui. Le groupe Econocom lance un produit qui est une CMP en ligne, hein, tout simplement. Donc c'est un service de cloud public, comme il en existe tant d'autres. Donc c'est pas extrêmement disruptif. Mais l'idée, c'est en plus d'être un service de cloud public, c'est surtout et avant tout une CMP qui permet de connecter tous les écosystèmes aujourd'hui existants, c'est-à-dire tous les hyperviseurs, tous les orchestrateurs et tous les grands clouds publics, de manière à justement aider, on va dire, nos clients à franchir ce premier pas, puisque comme je l'ai expliqué au début, et je crois que certains ici peuvent témoigner, la mise en place des CMP est extrêmement complexe. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de simplifier ça pour j'allais dire le client lambda, c'est-à-dire tout le monde, tout le monde n'a pas la force de frappe des comptes du CAC 40. Hein. Donc là, l'intérêt, c'est qu'il suffit d'ouvrir un compte et on a tout de suite accès à une CMP avec l'aide et le support qui va avec, on va dire. Et merci de m'avoir posé la question. On en avait parlé, donc après, c'est vrai que c'était compliqué de ne pas vous la poser. Alors, Noël Cavalière, justement, je vous redonne tout de suite la parole après, Michel, mais je voulais juste qu'on redonnait la parole avant à Noël Cavalière, justement, sur la question de l'outillage, parce que là, on a beaucoup parlé donc, de la CMP. Vous avez aussi fait des choix assez structurants pour la mise en place du cloud hybride chez PSA. Vous avez déjà fait un certain nombre de choix extrêmement structurants. Oui, alors je vais détonner un peu en vous disant que d'abord, de manière générale, sur cette question de cloud, on a, nous, chez PSA, une approche extrêmement pragmatique. On a engagé le mouvement vers le cloud depuis un moment.
mais on considère qu'on a encore des tas de choses à apprendre. On ne sait pas exactement ce que ça coûte, on ne sait pas exactement comment on opère une application dans le cloud, on ne sait pas tout de la sécurité. Bref, on a énormément de choses à apprendre et beaucoup de retours d'expérience à avoir encore. Et c'est un peu dans ce même ordre d'idées. On n'a pas commencé, on commence pas par mettre en place des superstructures un peu globalisantes qui auraient vocation à unifier ce paysage multi-cloud et en faciliter, au moins en théorie, la gestion. On a une approche qui peut-être un peu plus du bas, mais qui est aussi assez structurante. Si vous voulez, on va d'abord chercher, nous, à s'appuyer sur des standards. Moi, je considère que le standard, les grands standards, c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir jouer dans un monde multi-cloud. Le premier d'entre eux, et qu'on a mis en place chez nous depuis quelques temps maintenant, c'est la couche IaaS à base d'OpenStack. Alors qu'on avait un cloud privé un peu maison, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, on s'est aligné sur ces standards parce que c'est précisément le fait d'être sur ces standards-là qu'on va pouvoir communiquer avec le reste du monde. Ça, c'est une brique importante. Donc notre IaaS interne est sur base OpenStack, qui s'appelle Helios au passage, pour lui donner un nom. Le deuxième type de standard qu'on a mis en place, c'est la couche CAS, les services CAS. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait, je refais un tout petit historique rapide sur les containers. Les containers, il y a 2 ans à peu près, quelques-uns avec moi, on a mis le doigt sur cette technologie et on s'est dit, il y a quelque chose d'extrêmement porteur là-dedans, parce que c'est ça qui va nous permettre de déployer vite et souvent du système d'information et partout surtout, c'est-à-dire chez nous en interne et dans le cloud public, encore une fois à condition de partager un certain nombre de standards. Et donc on a engagé le mouvement, on a fait quelques preuves de concept, on a montré effectivement que les promesses des containers en général, de Docker en particulier, étaient tenues et on a commencé à construire une première version du CAS. Aujourd'hui, on l'a fait évoluer. Aujourd'hui, on est en train de construire la version 3 et cette version 3 précisément, c'est la version qui va s'ouvrir sur le cloud. C'est-à-dire que très concrètement, dès cette année, les versions, on va les livrer courant d'année, on va pouvoir effectivement déployer avec les mêmes mécanismes, exactement les mêmes mécanismes, en interne ou en externe. Quand je dis en externe, pour mettre un nom sur les choses, nos 2 grandes cibles aujourd'hui, c'est Azure et AWS. Donc de déployer avec la même mécanique une plateforme CAS pour un certain nombre d'applications. On a la possibilité de déployer finalement une plateforme CAS ou plusieurs sur un cloud, interne ou externe. Ça permettra finalement d'isoler des paquets d'applications et avec exactement la même mécanique. Et on a cherché aussi à ce que finalement cette mécanique standard soit aussi celle qui permet ensuite de déployer les applications sur ces plateformes CAS. Donc ça, pour nous, vous voyez qu'on ne commence pas forcément par les superstructures, on commence par ce genre de choses-là, de standards, mais ça nous permet aujourd'hui d'évoluer dans un monde hybride puisqu'on déploie de la même façon la même chose partout. Et j'ajoute juste que c'est aussi un outil pour aider à régler la fameuse question de l'indépendance vis-à-vis des offres de cloud. Il ne s'agit pas d'être trop verrouillé chez l'un ou chez l'autre. Et ça, c'est un moyen de pouvoir passer de l'un à l'autre. Et la question dite de la réversibilité, c'est-à-dire éventuellement revenir chez nous, mais ça, je pense que c'est une vue de l'esprit, mais plutôt passer d'un provider à un autre en fonction des coûts, en fonction de... Donc là, c'est Docker qui est une brique fondamentale. Ça va servir aussi à ça, parce que précisément, avec cette même mécanique qu'on peut déployer chez l'un ou chez l'autre, c'est un vrai atout pour cette question de la réversibilité. Oui. Alors justement, Michel Aliel, je reviens à vous. Là, on parle de Docker. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Que du bien. Non, que du bien. Juste pour vous resituer un peu notre activité et l'approche que nous avons, elle est très différente. C'est-à-dire qu'Hitachi, nous gérons à peu près en cloud, privé ou hybride, à peu près 1,5 million de machines IaaS, à peu près 350 000 téras de données de tout type, 350 pétas. Et nous gérons de façon globale, je peux vous citer puisque ce sont des références, des clients du type UBS de façon mondiale, de façon BMW ou éventuellement, je dirais, T-Systems par exemple, et dans sa 2e cycle de travail avec Hitachi. Donc nous avons en fait, nous gérons au quotidien l'informatique de ces clients, ou General Electric, c'est le dernier que j'avais oublié. Alors on en a à peu près 350 à 400 clients. Nous avons en France 2 data centers et nos stratégies n'est pas d'imposer à tel ou tel client ses outils, ses choses et ses machins.
Donc, quelque part, chez nous, on va avoir, si on fait des grands traits, pour tout ce qui est les clients qui vont du legacy au cloud privé avec un modèle attirant de paiement à l'usage, je citerai par exemple Engie en France, eh bien, ces clients-là, on va plutôt aller vers la portabilité de leurs applications legacy, c'est-à-dire plutôt autour de VMware et vRealize. Donc, on a à peu près ce même genre d'orchestration. Après, on a toute la partie Big Data Analytics IoT, où là, depuis très longtemps, puisqu'on a commencé cette activité en 2012, depuis très longtemps, on a mis en œuvre à la fois autour de l'open source, donc OpenStack, et aujourd'hui, on est passé dans la phase un peu plus industrielle, avec un partenariat avec Mesosphère. Et donc, on va proposer à nos clients des solutions orchestrées dans le legacy, des solutions orchestrées dans l'innovation, telle qu'on dit nous, hein, de tout ce qui est les nouvelles applications. Et au-dessus de ça, puisque nos clients ont quand même besoin et sont souvent mixtes et hybrides, Hitachi, nous avons développé, parce que nous sommes aussi éditeurs de logiciels, nous avons développé pour cette activité eh bien, un méta-orchestrateur d'automatisation qui va permettre à la fois de gérer les ressources orchestrées dans les deux environnements, et puis quelque chose qui nous est apparu très rapidement, très fort, de demande de nos clients, c'est la gouvernance des données. Et c'est-à-dire d'avoir, à partir du legacy cloud privé ou cloud public ou multi-cloud public, comment avoir que ces données puissent suivre des règles de gestion de conformité et de compliance, telles que par exemple la RGPD dont on parle très fortement, mais dont les industriels ou les financiers avaient d'autres normes, etc., etc. Donc du coup, on a aussi développé une orchestration de stockage objet permettant de totalement dématérialiser la localisation des données, qu'elles soient en legacy ou qu'elles soient dans le cloud, et éventuellement de considérer les différents clouds comme des tiers de cycle de vie sur lequel on pourrait passer d'un Azure à un Google ou un Amazon ou à revenir en privé, etc., etc. Donc tout ça, c'est un peu le besoin, je dirais, générique de l'ensemble de nos clients. Donc l'objectif, c'est finalement de pouvoir s'adapter finalement au maximum de cas. Bien sûr, si on veut conserver nos clients dans le cloud et dans l'hybridation, on ne peut pas les freiner parce que c'est quelque chose qui ne se conçoit pas. Et donc aujourd'hui, si des clients veulent, et les data scientists aujourd'hui qui travaillent effectivement sur les véhicules connectés, sur les véhicules autonomes, mais sur l'analyse comportementale dans des magasins et ou plein d'autres activités, eh bien c'est vrai que si on n'a pas de ressources ou de services ou de microservices d'intelligence artificielle dans le cloud, nous, notre rôle, c'est de pouvoir permettre à nos clients d'orchestrer ça. Et on sort, pour vous donner juste un exemple et terminer, mensuellement à peu près 2500 dashboards permettant de gérer financièrement et quantitativement et en performance les ressources que nos clients ont un peu partout. Et ensuite de ça, pour vous donner aussi un ordre de grandeur, nous gérons par an à peu près 1 million d'alertes d'intervention qui génèrent en fait à peu près 18 000 actions de change management dans l'informatique de nos clients. Et je reviens juste quand même sur ma question relative à Docker et aux conteneurs. Vous êtes pas allergique, c'est aussi quelque chose que vous prenez en compte dans votre offre. C'est un peu des courbes hype. Voilà. Hein. Docker a été ce que l'on voit de chez nos clients aussi, hein, puisque Docker, il y a 2-3 ans, il y avait beaucoup de dockerisation. Et ça continue. Et les gens sont passés en phase industrielle. Il n'y a pas de souci là-dessus. De façon plus récente, on sent autour de l'IA et autour de tout ce qui est analytique une plus forte aspérité, par exemple, autour de ce que peut fournir Google. Et donc nos clients aujourd'hui ont commencé à faire avec Docker. D'autres périmètres applicatifs vont avec Kubernetes, par exemple, et puis d'autres orchestrations de containers, etc., etc. D'où le fait qu'on a trouvé en Mesosphère un partenaire qui permettait d'orchestrer un peu tout cet ensemble. Et l'open source est aussi pour nous une source d'alimentation en matière logicielle très forte et d'indépendance aussi qui est importante. Fluvio Micheli, vous, chez EDF, vous déployez aussi du conteneur, hein, notamment un CAS, je crois, en mode privé. Hein. Tout à fait. Historiquement, on offre du PaaS et complètement automatique pour faire du DevOps.
L'intérêt maintenant, c'est d'étendre les fonctionnalités de ce IaaS et PaaS et aussi rajouter la couche CaaS. La couche CaaS en plus, donc IaaS, PaaS, Tout à fait. CaaS. D'accord. IaaS, CaaS et PaaS. Et ce CaaS, Et vous l'avez déjà déployé ou vous en êtes où? On est en train de le déployer. Vous êtes en train au même de le moment, déployer. on parallélise la création de ce set CMP avec la création de la plateforme CaaS. Et on est en train de paralléliser aussi le Network as a Service. Et on va bientôt offrir à nos clients la possibilité d'ouvrir des flux réseau, de demander des nouvelles VLAN, donc gérer aussi des aspects des load balancers, par exemple, des Web Application Firewall, donc gérer toute une couche réseau à travers aussi la CMP. Alors, il nous reste pratiquement plus que 2 minutes. Peut-être un dernier mot, Fluvio Micheli, sur la CMP, parce que ça, on en a parlé lors de notre call préparatoire. Là, vous vous apprêtez à la déployer au niveau mondial. Quelle est la principale problématique que vous avez eue, la principale difficulté, la principale... Je dirais que tous les problèmes techniques peuvent être résolus. Les problèmes humains et de formation de l'humain vers ce nouveau modèle, je pense que c'est la partie la plus compliquée, selon moi. Noël Cavalière, sur le switch qu'il faut faire quand on met en place l'hybride, est-ce que c'est aussi l'humain le plus compliqué? Encore une fois, techniquement, je pense qu'on saura tout faire. Je profite quand même aussi de l'occasion pour rebondir sur la question de l'open source. Toute la plateforme qu'on a bâtie est à base de solutions open source. Ça, c'est important. Et dans cette problématique de standard, l'open source est omniprésent. Donc, allez-y. Je cite un exemple de facteurs clés de succès qui sont entre l'humain et la technique, mais qui est décisif aujourd'hui. C'est la mise en place d'une gouvernance technico-économique du cloud. Aujourd'hui, et ça on ne connaissait pas avant, aujourd'hui, il faut des équipes qui soient en mesure de regarder les coûts du cloud, quand on reçoit des factures tous les mois, et d'adapter les architectures et les infrastructures en fonction de ces coûts. Ça, c'est complètement nouveau. Paradoxalement, on ne le faisait pas quand on était chez nous, sans doute à tort. Là, c'est peut-être parce que c'est du vrai argent avec des vraies factures qui arrivent. On a vraiment cette fonction de gouvernance technico-économique qui est cruciale. Si on ne maîtrise pas ça, on aura une dérive des coûts. Très important. Et justement, Sébastien Anderlet, sur la question des coûts, il y a aussi la question d'intégrer à la CMP des outils pour gérer ces coûts. Ça, c'est un élément clé. C'est des outils qu'on n'a pas encore complètement aujourd'hui, qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Mais vous, c'est ce que vous commencez aussi à proposer. Vous travaillez là-dessus. Oui, en fait, on va dire que dans les grandes CMP, dans ce que nous essayons de proposer, il y a toute la partie optimisation financière. Alors, à travers deux choses, bizarrement. D'abord, à travers la connaissance de ces coûts, la partie showback et chargeback. Parce que ça, c'est pareil, c'est un rapport de Gartner il y a 2 ans qui dit que finalement, le cloud a coûté beaucoup plus cher aux entreprises que ce à quoi on s'attendait par méconnaissance des consommations, parce que on arrive maintenant sur ce qu'on appelle des modalités, donc on consomme à la demande, etc. Ça a changé beaucoup de choses parce qu'on est allé un petit peu fort dans ces modalités sans mettre de contrôle et sans vision opérative. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'optimisation. C'est aussi tout simplement être capable de gérer de l'automation. L'automatisation et donc de l'optimisation des VM arrêtés la nuit, etc. Oui, dernier mot, Michel. Juste un mot, parce que ça me permet de reboucler sur la première affirmation que j'ai faite. Pour l'hybridation, ce que nous ressortent nos clients, c'est que ça coûte 2 fois. Vous avez le legacy et vous conservez vos data centers et donc une entreprise va avoir pour son cloud privé des coûts physiques, on va dire, éventuellement d'investissement ou d'OPEX. Et puis il y a la partie cloud. Pour ça que certains de nos clients qui font une concurrence avec le tout digital, migrent à grands pas vers le tout public parce qu'ils veulent supprimer leur data center. Et donc le cloud peut être public. Très bonne alternative économique à condition de ne pas conserver son existant et cumuler les 2 coûts. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.